Bonjour, je vais vous parler de questions qui me sont fréquemment posées en analyse et vis-à-vis de la psychologie mathématique, psychologie de la motivation de Paul Vielle. D'une part, le doute et les résistances envers la psychologie, d'autre part, l'angoisse de la mort, et enfin, en quoi consiste la méthode psychologique. Ce sont quatre questions si vous voulez, qui sont toutes reliées entre elles. C'est pour ça que je veux les traiter dans cette vidéo de façon à répondre, j'espère, à vos questions. Bien sûr, les réponses ne sont jamais exhaustives et on peut développer, comme vous savez, en fonction de chacun, en fonction des différentes questions, même si ces questions sont assez explicites, elles ne revêtent pas forcément toutes les données. Alors, concernant le doute dans un premier temps, chaque forme de doute trouve son origine dans le doute envers soi. Ça, c'est très important de comprendre que le doute est le doute envers ce que l'on comprend, envers donc la réalité tant extérieure que intérieure. Et c'est la réponse en fait importante qui va déterminer cette confiance en soi. Alors, le doute crée l'inquiétude permanente, et cette inquiétude permanente est sous-jacente en soi. Elle est sous-jacente, c'est-à-dire que le nerveux va en permanence se poser la question: est-ce que j'ai raison ou pas? Suis-je à la hauteur de ce que la vie me demande? À cette question, je réponds que la vie ne vous demande rien, si ce n'est de vivre. C'est déjà énorme. Et si possible, de vivre bien, c'est-à-dire de vivre en satisfaction, de vivre heureux. Et quand je disais que l'inquiétude est sous-jacente en vous, regardez avec l'introspection et vous verrez que vous êtes quand même un petit peu inquiet, quoi que vous disiez. Souvent, les gens me disent: non, moi je me sens bien, je ne suis pas inquiet. Or, en fait, au tréfond de vous-même, vous allez trouver une certaine inquiétude. Et cette inquiétude est: est-ce que je suis à la hauteur de ce que la vie me demande? La vie ne vous demande rien. On s'impose soi-même, on s'impose beaucoup de choses, et cette imposition, ce sont des choses à faire. Des choses à faire, ça veut dire des tâches. Je devrais faire ça, je dois faire ça, et toutes ces impositions, tout ce moralisme s'appuie a pour origine la tâche exaltée, celle de vouloir être parfait. Quand on fait quelque chose, on voudrait le faire parfaitement. Donc, toutes les tâches que l'on s'impose sont des tâches que je dirais qui deviennent tâches exaltées, c'est-à-dire exagérées, une tâche exagérée. Je devrais faire ça beaucoup mieux que ce que je fais. Et en s'imposant de telles conditions, eh bien, on a petit à petit, on perd la confiance en soi. Est-ce que je peux le faire? Oui, vous pouvez le faire, à condition de vous dire: ce qui est important, c'est de trouver la satisfaction. Si je trouve la satisfaction, je serai heureux. Et là, vous le sentez vous-même que vous allez être heureux. Et si vous êtes heureux, eh bien, vous n'aurez plus d'imposition. Vous serez à la hauteur de ce que la vie vous demande. La vie vous demande d'être adapté au monde extérieur. Elle vous demande, et cette adaptation au monde extérieur va vous
va vous donner confiance en vous. C'est ça qui va vous donner confiance en vous. Et c'est la question la plus fréquente qui est posée, c'est dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je pense, dites-moi qu'est-ce qu'il faut, qui je dois croire pour être à la hauteur de ce que la vie me demande. Vous êtes seul. Dans la vie, vous êtes seul. Vous êtes seul face à vous-même. Donc, n'allez pas chercher un Dieu, n'allez pas chercher une personne, n'allez pas chercher quelque chose dans l'extérieur pour répondre à cette question. La réponse, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que le savoir. Quand on sait quelque chose, on a confiance en soi. Je sais qu'une droite est, je peux la décrire, c'est une ligne entre deux points que je peux matérialiser par une corde tendue, par exemple. Je sais que mes pieds touchent par terre. Je sais que je peux prendre un objet. Je sais que je peux trouver la satisfaction si j'ai autour de moi une certitude de tout ce qui m'entoure. Et je sais que le soleil se lèvera demain matin. Ça paraît simple. Et pourtant, nos ancêtres, plusieurs millions d'années, doutaient de est-ce que le soleil va se lever demain matin. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais cette évidence vient d'un savoir, et d'un savoir qu'on a pu tester. Donc, on revient à la question de qu'est-ce que la réalité? Est-ce que ce que je vois ou existe, ou est-ce que je crois voir des choses? Est-ce que, et ce que j'interprète ou ce que je projette mon monde intérieur dans l'extérieur, c'est-à-dire je suis de mauvaise humeur, il y a un orage, j'ai peur que le monde extérieur, entre guillemets, globalement, la nature, se soit aperçue que j'ai peur et elle essaye de me punir. C'est enraciné en nous. Quand on a le monde extérieur devient hostile, eh bien, on se pose la question, n'ai-je pas fait une erreur? Et n'est-ce pas là, ce monde extérieur qui essaye de me punir? C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement incrusté en nous. On est dépendant du monde extérieur et on interprète le monde extérieur, lorsqu'il est hostile à nous, comme une punition que l'on aurait de la part de la nature. Et cette punition, si vous voulez, c'est d'être inquiet. Et cette inquiétude va se transformer petit à petit en angoisse. Au début, c'est juste une inquiétude. Est-ce que j'ai fait ça? On se raisonne en disant « Mais oui, j'ai bien fermé la porte avant de me coucher, la porte de la maison est fermée, je suis en sécurité. » Et pourtant, on va douter et nombre de gens se relèvent 2-3 fois pour aller voir et vérifier que la porte est bien fermée, par exemple. Et ne pas avoir confiance en soi, c'est « je l'ai fait, je sais que je l'ai fait ». Donc vous voyez, je sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai conscience d'avoir fait quelque chose. Si j'ai conscience d'avoir fait quelque chose, ma conscience me permet de ne pas me relever pour aller vérifier si la porte est fermée. J'ai conscience de l'avoir fermée il y a 2 heures ou 3 heures, donc je peux me reposer sur quoi? Sur cette connaissance que j'ai. Cette connaissance vient du fait que je me rappelle de ce que j'ai fait. Donc, on est directement relié
à la connaissance que nous avons. Et la confiance, c'est être conscient de savoir quelque chose. Vous voyez à quel point c'est inclus et c'est incrusté en nous. Alors, c'est l'origine du doute, si vous voulez. Et maintenant, quand je vous parle de psychologie mathématique, je vais vous parler de loi. Alors, une loi, c'est de prendre une paire de lunettes et si je la lâche, elle tombe. Si elle tombe, et j'en ai la certitude, je sais que si je la lâche, elle tombe. Et pourtant, dans Harry Potter, on aimerait bien que si je la lâche, que cette paire de lunettes, parce que j'ai pas envie qu'elle tombe, ne tombe pas. Hein. On aimerait bien, quand on prend un verre, de ne pas le lâcher, parce que si on le lâche, il tombe, il se casse. Et on n'aimerait pas qu'il se casse. Donc on aimerait, par moment, avoir une sorte de pouvoir magique. Et c'est ce qui est décrit dans Harry Potter, et ce que tout le monde, dans le monde entier, adore d'être un petit peu en dehors, si vous voulez, des lois et de ne pas y satisfaire. Alors dans le monde extérieur, les lois sont visibles pour tout le monde et c'est difficile de dire non, moi je suis capable de faire en sorte que la paire de lunettes se maintienne et ne tombe pas. Ça devient idiot parce que tout le monde le voit et soi-même aussi. Donc on a l'impression que de refuser les lois du monde extérieur, c'est idiot. Et on a raison dans ce sens, hein. On a fait l'expérience suffisamment de fois. Depuis qu'on est né, hein, le petit bébé commence à tester et petit à petit construit un monde qui est relié à lui et dans lequel, par l'expérience, il va petit à petit acquérir un savoir. La psychologie mathématique est une science qui part de 4 axiomes. C'est des axiomes, ce sont des postulats, des certitudes, si vous voulez, des certitudes inébranlables. Bon, vous savez que le Soleil va se lever, que la Terre tourne autour du Soleil, mais depuis combien de temps sait-on que la Terre tourne autour du Soleil? Galilée. Donc, c'est pas très, très ancien comme connaissance. Et pourtant, maintenant, si vous dites à quelqu'un que le soleil ne se lèvera pas demain matin, il va rigoler. Alors qu'à l'époque, voire il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, on pouvait en douter. Bon. Donc vous voyez, ce doute est relatif aux lois qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. On accepte les lois du monde extérieur. On les accepte de plus en plus maintenant parce qu'on fait de plus en plus d'expériences et on se rend compte que ces expériences sont toujours positives et donnent bien un résultat prévisible. C'est le but de la science, le but du savoir. Si je fais ça, j'obtiendrai tel résultat. Si, alors. C'est la pensée causale. C'est la façon dont on peut raisonner. Je ne rentre pas dans les considérations de la physique quantique, mais cette pensée causale s'applique également dans la physique quantique, contrairement à ce que on peut lui faire dire, et en lui faisant dire des âneries, excusez-moi le terme, eh bien on finit par se remplir d'un doute envers la science, ce qui est extrêmement grave parce que on commence à perdre confiance et quand on perd confiance, eh bien l'inquiétude s'installe, l'inquiétude petit à petit devient angoisse. Alors, de ces 4 axiomes, de ces certitudes inébranlables, dont la première est que nous cherchons la satisfaction, et tout organisme vivant cherche la satisfaction, il cherche à s'adapter aux conditions du monde extérieur.
que vous preniez Darwin ou Lamarck, et vous voyez que chez Darwin, déjà, la cellule est excitable. Et nous sommes excitables, nous sommes irritables par le monde extérieur. Qui n'a pas été irrité par quelqu'un, par son conjoint, par ses enfants qui pleurent quand ils sont petits, par son patron qui vous demande toujours un petit peu plus, qui n'est pas content de ce que vous avez fait, etc. On est irritable. Donc, on part de ces 4 certitudes. Voyez le cours de l'EHEPM et vous verrez ces 4 certitudes, qu'on doit s'adapter au monde extérieur, qu'on cherche la satisfaction, on doit s'adapter au monde extérieur parce que si on ne s'adapte pas, on meurt. C'est tout simple. Hein. Si une plante ne trouve pas de quoi se nourrir, elle meurt. Hein. La nature a toujours une solution. Et la solution peut être la mort. Hein. Bon, donc c'est une solution. Tous les problèmes ont une solution. En science, tous les problèmes ont une solution. Si vous avez des problèmes, vous avez une solution. La nature va vous trouver une solution, que vous le vouliez ou non. La nature a une... C'est un système, vous êtes liés, monde intérieur et monde extérieur, vous êtes liés à l'ambiance dans laquelle vous êtes et vous ne pouvez pas y échapper. Donc, de ces certitudes, de ces 4 certitudes qui forment la base de la connaissance, et bien de là, les raisonnements constituent un ensemble de lois qui permettent de savoir. Savoir, donc, prédire. La science est là pour observer, pour en déduire les lois, et enfin, troisièmement, pour prédire ce qui va se passer. Dans le monde extérieur, c'est évident, dans le monde intérieur, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'avoir confiance dans ces lois. Et on n'a pas confiance aveuglément, on n'est pas là pour croire, parce que croire qu'on est au-dessus des lois, c'est être en résistance vis-à-vis de la psychologie. Alors, comme ça se passe à l'intérieur de nous, on se dit très intelligemment, du moins le croit-on, que personne ne le voit. Mais la nature le voit, la nature le sait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez fait une faute, vous avez peur que la nature, que quelqu'un découvre la réalité. Et dans ce cas-là, vous commencez à avoir peur de ce qui va se passer. Il faut donc faire et refaire et refaire les raisonnements tels que E égale I, exaltation égale inhibition. Vous voyez, dans le monde extérieur, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse fois le carré de la vitesse de la lumière. Ça, on l'admet parce qu'on ne peut pas le vérifier systématiquement, mais on en a fait malheureusement quelques expériences avec la bombe atomique. On le fait tous les jours avec l'électricité produite de façon nucléaire. On fait ces expériences et les faisant, on s'en convainc, non pas en croyance, mais en savoir. Et on peut le démontrer. Et c'est ça qui nous fait c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est de mettre en doute la science. Parce qu'en mettant en doute la science, eh bien, on met en doute tout l'édifice de la compréhension et du savoir. Donc, on met en doute qu'il y ait des lois, on met en doute que si on ne sait pas, eh bien, on est particulièrement inquiet. On cherche à comprendre. C'est le but, c'est l'aspect spirituel en nous. On cherche à comprendre. On cherche à comprendre le pourquoi de la vie. On cherche à comprendre la matérialité et la sexualité. Et les 3 pulsions sont liées entre elles et font un tout, monde extérieur, monde intérieur. Il faut donc
faire tous ces raisonnements pour voir que toute exaltation est égale à une inhibition. Faites l'expérience. Voyez, vous avez passé des examens et vous avez beaucoup appris. Et le jour de l'examen, vous avez le sentiment de ne rien savoir. C'est l'inhibition. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas eu cette inquiétude. Et si je ne savais pas, et si j'avais oublié de réviser quelque chose, et si je n'avais pas compris ceci ou cela. Tout le monde a fait cette expérience. Donc personne ne peut me dire que je me trompe sur cette inhibition, puisque tout le monde l'a vécu, cette inhibition. Vous voulez rentrer en communication avec quelqu'un et vous avez peur que ce quelqu'un vous juge et voit les erreurs que vous auriez, et dans ce cas-là vous allez rougir, dans ce cas-là vous allez bafouiller, vous allez avoir des inhibitions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des exaltations, vous vous croyez supérieur aux autres, vous vous croyez plus intelligent que les autres. La véritable intelligence, c'est de se dire je ne suis peut-être pas intelligent comme les autres. Et alors, où est le problème? Le problème est non pas d'être en supériorité vis-à-vis des autres, le problème est d'accepter que peut-être on ne sait pas, et si on ne sait pas, quelle chance on a, celle d'apprendre, celle de comprendre. Et les autres sont là pour vous aider. Personne n'est là pour vous jeter la pierre, personne. Tout le monde est naturellement enclin à une entraide. Et c'est ça que vous allez pouvoir découvrir. Et en faisant ça, vous allez être en harmonie avec les autres, vous allez être en union avec le monde extérieur. Alors, si on reprend la pensée de Paul Biel, dans laquelle il parle de 4 catégories, c'est-à-dire la vanité, la culpabilité exaltée, vous voyez des ambivalences entre les deux, l'accusation et la sentimentalité, là encore des ambivalences. Entre la vanité et l'accusation, eh bien, je me crois supérieur. Si je me crois supérieur et que quelqu'un d'autre me dit qu'il est parfait, je vais lui en vouloir, je vais l'accuser. Donc là aussi, j'ai une ambivalence entre les deux. J'ai une ambivalence entre la culpabilité exaltée et la sentimentalité. Tout ça s'est développé dans les cours de l'EHEPM. Et vis-à-vis de Diel, qui est la continuité de la philosophie, qui est reliée à Platon, à Descartes, à Spinoza, à Freud, à Jung, c'est une continuité. Je parle de la psychologie. Je disais psychologie mathématique tout à l'heure parce que j'introduis et je veux en faire une science au véritable, au sens de Popper, c'est-à-dire d'avoir un raisonnement cohérent qui se tient. Et la psychologie de la motivation, la psychologie mathématique répond aux critères de Popper. Donc, vis-à-vis de ça, la science est aussi ouverte. Et quand je dis aujourd'hui qu'il y a non pas 4 catégories, mais 8 catégories, eh bien c'est parce que j'affine, si vous voulez, cette présentation regardez, au début, les Grecs parlaient d'atomes, et maintenant on sait que dans l'atome, il y a des neutrons, des protons, des électrons. On sait beaucoup plus encore, il y a le boson de Higgs, il y a qui malheureusement est mort très récemment, mais regardez entre le boson de Higgs et la définition de l'atome par les Grecs, tout le chemin qu'on a parcouru pour affiner notre connaissance du monde extérieur. Eh bien, on va affiner de la même façon la connaissance du monde intérieur. Et si je dis qu'il y a 8 catégories, c'est tout simplement parce qu'il y a déformation, polarisation et comparaison.
j'aurais dû commencer par comparaison, c'est-à-dire qu'on se croit mieux que les autres ou on se croit mieux que ce qu'on est. C'est soit on va prendre une référence de soi idéalisée, soit on va prendre une référence vis-à-vis des autres. Ah, ça, c'est la comparaison. On est mieux, on est moins bien. Et ça, c'est le début de la fausse motivation, c'est-à-dire des motifs qui sont faux. On n'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Parce que dans le temps, on va forcément être dépassé. Je serai dépassé par mes enfants, je serai dépassé par les générations qui viennent, et personne ne peut éviter cela. Hein. Ni vous, ni moi, ni qui que ce soit. Donc la comparaison est source de vanité. Enfin, il y a la polarisation. La polarisation, c'est soit moi, soit les autres. Là, il n'y a pas, soit c'est le monde extérieur, soit c'est le monde intérieur. Alors vis-à-vis de soi-même, je me survalorise ou je me sous-valorise. Et enfin, la déformation, c'est-à-dire j'interprète quand quelqu'un me parle, ou bien je projette sur lui que je projette comme je sais que je suis en fausse motivation, je vais dire l'autre aussi est en fausse motivation. Donc on va voir la fausse motivation des autres et on oublie que soi-même on est en fausse motivation et donc on va projeter notre fausse motivation sur les autres. Donc on va déformer, soit en projetant, soit en interprétant. Eh bien, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ça fait 8 catégories. Il n'y a rien de magique, il y a simplement un calcul mathématique qui fait que eh bien, je suis passé de 4 à 8 catégories. Je ne déforme en rien la pensée de Diel, ni la pensée des Grecs, ni quoi que ce soit. Je précise simplement toutes ces lois. Et enfin, je dirais, dans cette recherche de connaissances et de savoir, il faut s'approprier la psychologie, comme on s'approprie les tables de multiplication ou bien d'autres connaissances que l'on peut avoir en chimie, en géographie ou dans d'autres sciences et connaissances. Donc c'est ça que je vous promets, que je vous propose, si vous voulez. Et donc, dans ces 4 catégories, le moi idéalisé ou le moi dévalorisé, c'est la comparaison. Le monde idéalisé ou le monde dévalorisé, les gens qui se plaignent en permanence que le monde va mal, ou d'autres qui disent que le monde est merveilleux, soit l'un soit l'autre sont des exagérations ambivalentes. Hein. Et puis, vous avez la polarisation entre moi et les autres, le monde, et puis vous avez la projection ou la déformation, l'interprétation, pardon. Hein. Donc vous avez déformation, polarisation, comparaison, et ça, c'est la déformation donne l'objectivité, la polarisation donne la prise en compte des deux parties, et la comparaison eh bien, donne la vanité de supériorité. On peut rentrer plus en détail, mais je vous donne l'essentiel de la méthode, l'essentiel de la psychologie de la motivation. Enfin, je vais parler donc de l'angoisse de la mort. On en a déjà abordé cette inquiétude qui petit à petit s'augmente. Hein. C'est l'angoisse et la somme de nos inquiétudes. Et si vous êtes angoissé, c'est que vous avez des inquiétudes. Et il faut commencer par voir les inquiétudes pour petit à petit les éliminer. Est-ce que j'ai répondu à l'administration? Est-ce que j'ai répondu à mon partenaire? Est-ce que j'ai répondu à mes semblables? Et c'est ça qui va petit à petit vous permettre de ne plus être angoissé de la mort. L'angoisse de la mort, c'est j'ai pas fini, laissez-moi encore un peu de temps. Hein. C'est l'élève qui, à l'examen, demande quelques minutes de plus pour finir sa copie. Eh bien, votre copie est finie. Si vous comprenez que votre vie est finie et que maintenant vous allez en profiter, eh bien, vous allez vivre sans angoisse
de la mort, parce que vous aurez vécu jusqu'à présent ce que vous pouviez vivre, eh bien, soyez heureux de ce que vous avez vécu. Regardez la chance que vous avez. Vous êtes vivant. Et c'est merveilleux d'être vivant. Donc, tant qu'on est vivant, il y a une possibilité de profiter de la vie. La définition, notre vanité de vouloir être éternel, de laisser un nom. Et il y a un film brésilien sur les rêves, et il dit très justement, allez voir les cimetières. Et dans les cimetières, il y a à notre père, à notre mère, à... Et c'est tout. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien sur une tombe. Il n'y a qu'un nom et une période du début de la naissance jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et on ne laisse rien s'attacher à une pierre. C'est croire en quelque chose d'éternel. Mais est-ce que la terre sera éternelle? Non. La terre disparaîtra tôt ou tard, comme d'autres planètes ont disparu, se sont créées et disparaissent. Tout apparaît et disparaît. Alors vouloir laisser une trace, pourquoi vouloir laisser une trace? Parce qu'on n'accepte pas de disparaître. Mais vous ne disparaissez pas. Vous avez vécu en symbiose avec la nature, avec le monde extérieur, et cette symbiose ne disparaît pas, parce que cette symbiose a fait que vous avez utilisé le monde extérieur, et que le monde extérieur vous a utilisé. Donc il a eu besoin de vous, et vous de la nature. Et cette union entre les deux, on cherche à posséder le monde. On cherche, c'est pas la possession. Quand on possède 3 maisons, 2 voitures et qu'on meurt, on ne les possède plus. Donc, et elles continueront, ces maisons, ces voitures, à exister dans le monde extérieur. Vous les aurez utilisées bien ou pas bien, mais elles auront été, vous les aurez transformées, vous les aurez fait vivre, eh bien, elles auront vécu. Et le fait d'avoir vécu, c'est énorme. Vous avez donné la vie à votre ambiance, vous avez donné la vie à votre monde extérieur. Et cette vie, elle restera parce que cette vie, elle sera réutilisée par d'autres. Et cette impossibilité de concevoir un monde sans nous, c'est exactement comme croire que la Terre est plate. C'est aussi bête que de croire que la Terre est plate. On a fait bien des expériences et on voit bien que la Terre n'est pas plate. Bon, donc continuer à nier cette platitude, eh bien, c'est nier la réalité vécue qui est cette union entre monde extérieur et monde intérieur. Essayez de vous représenter quand vous allez au soleil que chaque rayon de soleil, chaque grain de chaleur que vous recevez, c'est un grain de chaleur comme si tous les hommes qui sont morts avant vous vous envoient un petit photon qui va vous réchauffer. Et c'est cette chaleur, c'est la chaleur d'âme, c'est la vie, si vous voulez. Eh bien, si vous voyez la vie sous cet angle-là, vous n'aurez pas peur de la mort. Le lien avec la tâche exaltée, puisqu'on en a parlé dès le début, puisqu'on veut faire quelque chose, et on veut le faire parfaitement, laisser une trace sur la terre, sur le monde extérieur. La tâche exaltée, encore une fois, c'est tâche, c'est faire. Je fais quelque chose, je fais une tâche, j'effectue une tâche. Et exalté, c'est parfaitement. Eh bien, parfaitement, ce n'est pas possible. Je fais des transparents, ils ne sont pas parfaits, ils sont incomplets, forcément, puisqu'ils sont finis. Or, la perfection est infinie. Donc là, j'ai une contradiction. Voyez en quoi
un raisonnement peut vous montrer l'erreur que vous faites de vouloir être éternel ou infini. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de personne éternelle, donc ce n'est pas une démonstration, mais c'est une constatation quand même. Bon. Et enfin, vous allez me dire, mais alors cette méthode, comment l'utiliser? En quoi elle consiste? Elle consiste en 3 points. Le premier, de prendre la décision de écrire, parler, réfléchir. La deuxième est, une fois, le problème est intérieur à vous, il n'est pas extérieur. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou que l'on est pauvre qu'on vit heureux ou non. Tout le monde le sait, personne ne l'admet. Bon. Aujourd'hui, on parle de PIB, produit intérieur brut, alors que c'est une mesure qui mesure les désirs. Et moi, je vous propose de mesurer la satisfaction. La satisfaction, de maximiser la satisfaction au lieu de maximiser les désirs et les profits. Hein. Au lieu de maximiser les profits, maximiser la satisfaction. Et vous verrez, le monde sera transformé. J'ai été professeur d'économie, donc je sais bien ce que l'on enseigne, et malheureusement, ce que l'on enseigne est faux, tout simplement, hein, à déformer et à vouloir augmenter le PIB. Mais en augmentant le PIB, on augmente le changement climatique, on le dérègle complètement. Si on commençait à comprendre ça, eh bien, tout le problème de l'écologie serait résolu. Bon. Confronter l'introspection consciente, les lois, et l'introspection extra-consciente. Là, je vais peut-être vous choquer en vous disant que les rêves sont un complément à notre compréhension consciente. Et pourtant, c'est le cas. Donc on pose le problème, on résout le problème avec un raisonnement. Et comprendre la solution, parce que la solution est unique. Elle n'est pas multiple, elle n'est pas ceci ou cela, parce que quand vous commencez à poser 2 possibilités, vous allez commencer à hésiter. Si vous hésitez, vous n'avez plus confiance en vous. Donc je reviens au départ en vous disant, si vous voulez avoir confiance en vous, il faut avoir un raisonnement qui vous donne une solution. En mathématiques, il n'y a pas 2 solutions, il n'y a qu'une solution. Et la solution, elle inclut toutes les possibilités. Donc, c'est tout à fait différent, parce que sinon vous allez douter. Si vous doutez, vous allez être en inquiétude. Si vous êtes en inquiétude, vous allez avoir une angoisse de la mort. Si vous avez une angoisse de la mort, vous serez bloqué par une inhibition. Je représente l'introspection extra-consciente comme une droite infinie, parce que il n'y a pas de limite. Le cerveau, la nature, l'instinct trouve la solution toute seule, et le cercle, c'est l'introspection, la conscience. On est limité. On inclut nos partenaires, on inclut nos enfants, on inclut nos parents. Des fois, on inclut 2, 3 amis, mais on est extrêmement restreint dans la façon dont on envisage le monde extérieur. Si on était un petit peu mieux, on inclurait l'ensemble des 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Et là, ça serait tout à fait différent. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de volonté de vouloir posséder ce que l'autre a. Et si on ne veut pas posséder ce que l'autre a, eh bien on n'a pas de raison de faire la guerre. Donc on résout, avec cette méthode, on résout les problèmes actuels et on retrouve la confiance en soi, la paix intérieure et l'harmonie. Voilà, c'est ce que je veux vous présenter et vous dire que cette psychologie mathématique, psychologie tout court, la vraie psychologie, la connaissance des lois du monde intérieur, du psychisme, eh bien le fonctionnement psychique répond aux mêmes questions
que le monde extérieur. Et si on s'intéressait un petit peu plus à ça, eh bien, on pourrait résoudre tous nos problèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.